Après avoir parcouru une partie du sud, du centre et du nord de la Mongolie, nous avons décidé de nous rendre dans l'est du pays. Mais avant, nous sommes repassés par la capitale Ulaanbaatar pour nous établir dans le quartier sud, très représentatif de la ville. En changeant de guest house, nous avons recherché une cohabitation moins dense avec les étrangers cherchant à se loger. Ainsi, un peu à l'écart du centre, nous avons trouvé une ambiance plus familiale et surtout plus calme. En cette période de l'année, la place Sukh-Baatar est toujours balayée par un vent froid. Un vent froid qui n'empêche pas, au pied de la statue équestre de Sukh-Baatar, surnommée le Lénine mongol et considéré comme l'âme de la révolution de 1921, la réunion de quelques groupes d'étudiantes venues se photographier dans leurs plus belles tenues pour fêter la fin de leurs examens. Sukh-Baatar ne vit jamais la proclamation de la République populaire de Mongolie le 26 novembre 1924, car il fut, a-t-on dit, empoisonné un peu plus d'un an avant par les contre-révolutionnaires. Et son corps, qui repose dans le mausolée qui se tient au milieu et devant le palais du gouvernement, devrait être cette année même retiré pour laisser place à un centre dédié à Gengis Khan. Notre séjour à Ulaanbaatar est l'occasion de nous instruire un peu de l'histoire de la Mongolie. Et pour commencer, nous avons choisi de nous rendre au Winter Palace, le palais d'hiver de Bogd-Khan, le dernier empereur du pays. Après avoir passé le porche d'entrée, c'est sur la droite que se dresse le palais d'hiver transformé en musée et où sont exposés la plupart du mobilier, des objets et des vêtements ayant appartenu à Bogd Namba, plus couramment appelé Bogd Khan VIII, dirigeant religieux et politique du pays. Nous le voyons là représenté en compagnie de sa femme Dongdogdulan. Bogd Namba, né à Lhasa au Tibet en 1869, était le fils d'un fonctionnaire du Dalai Lama. En visitant les appartements de Bogd Khan VIII, nous découvrons tout d'abord sa couronne à 5 facettes, avec une grosse perle sur le devant, et à côté, l'une de ses vestes confectionnées en perles fines. Une autre, en fil doré et tout aussi brillante. Un peu plus loin, c'est l'un de ses manteaux en fourrure, qui est préservé dans une vitrine à côté de son trône. Ainsi, toute une série de pièces laisse découvrir des panneaux de portes décorés et un mobilier très raffiné. Une vitrine offre même à la contemplation la coiffe d'un chaman porté lors de rites religieux. Rites religieux très populaires en Mongolie et qui remontent au pré-bouddhisme tibétain. Si le style du mobilier est chinois, c'est dû à l'empereur mandchou des Qing, qui, en 1873, donna pour instruction de conduire depuis le Tibet Jigzhu Namba avec sa famille à Ulaanbaatar. C'est là qu'en octobre 1874, il reçut le titre de Bogd Khan, ou Saint-Roi, et qu'il gouverna la Mongolie jusqu'à sa mort en 1924. En quittant le palais d'hiver, achevé en 1903, nous partons à la découverte de la partie monastique et de l'ensemble des 7 temples édifiés entre 1893 et 1903. La porte de la paix franchie, nous voyons sur la droite le pavillon du tambour. Le tambour est utilisé pour le rythme de la liturgie.
Dans le pavillon de gauche est suspendue une cloche. La cloche, symbole de la sagesse. Dans cette même cour, nous avons sur la droite le temple des peintures religieuses. Il fait face au temple des broderies sur soie. En pénétrant dans celui-ci, nous découvrons sur la gauche du vestibule une première tenture sur soie représentant un personnage monstrueux. Il est l'un des deux gardiens qui, par son aspect terrifiant, est chargé d'effrayer les mauvais esprits. Le second, sur la droite, qui lui fait face, à cheval, est tout aussi terrifiant. Pour accéder à la seconde cour, nous devons passer par le temple Nédan, temple voué à l'étude de la foi. Et c'est là que sont exposés plusieurs objets religieux ayant appartenu à Bogd Khan VIII. Ici, dans l'une des vitrines, un ensemble d'objets de prière servant à la bénédiction. Dans une autre, accrochés, des cymbales. Devant, de gauche à droite, un vajra, ou dorgé, arme de guerre des dieux symbolisant la foudre. À côté, une cloche et une conque, le tout étant des instruments de musique utilisés durant la prière. Sur un côté, une présence étrange parmi les objets de prière, une queue de tigre. Nous poursuivons notre visite en empruntant une petite porte qui conduit dans la deuxième cour et vers le temple Lavrin. Ce temple Lavrin, à 3 toitures, est flanqué à gauche du temple des divinités. Dans ce temple sont exposées toutes sortes de statues de dieux liées au bouddhisme tibétain. Parmi celles-ci, bien sûr, un Bouddha doré, devant des tapisseries tibétaines appelées tanka. À la sortie, nous retrouvons avec ses 3 toitures le temple Lavrin. Lui aussi abrite dans ses 3 salles de nombreuses statues religieuses. Toutes en bronze, elles ont été exécutées au XVIIe et XVIIIe siècle par le célèbre moine bouddhiste mongol Zanabazar. Zanabazar n'était pas qu'un maître de la méditation, il était aussi architecte et surtout reconnu comme l'un des plus grands artistes de la statuaire en bronze. Des statues qui montrent essentiellement des Bouddhas dans la posture de Vitakamundra, c'est-à-dire la main ouverte avec le pouce et l'index reliés, symbole de l'enseignement. Des déesses sont également représentées.
C'est en quittant l'enceinte du palais d'hiver que nous pouvons voir l'ancienne entrée qui donnait accès à l'ensemble des temples. Cette ancienne entrée se distingue par 7 toits imbriqués qui protègent la magnifique porte de la paix. Porte de la paix sur laquelle sont peints ces 2 gardiens. C'est au nord-est de la capitale que se tient le monastère Galan Tengsin Lenkid, le plus grand de Mongolie. Le début de sa construction remonte à 1838. Il a échappé aux destructions massives des temples et monastères lors de la présence soviétique et des purges en 1937. Mais il fut fermé en 1938 avant sa réouverture en 1944. À l'intérieur de l'enceinte du monastère se dressent toujours plusieurs temples. Le plus visité, c'est celui-ci, car il abrite la statue de Mijit Janresig, que les Mongols viennent prier. La statue d'origine fut démantelée par les communistes soviétiques en 1938, mais le peuple mongol se cotisa pour sa reconstruction et la nouvelle statue fut inaugurée en 1996. En bronze doré, elle fait 26 mètres de haut et pèse 20 tonnes. Au Tibet, Mijit Janresig est plus connu sous le nom de Shenrezig, et il serait l'incarnation du Dalai Lama et de plusieurs autres grands lamas. Au pied de la statue, les fidèles se succèdent pour faire tourner les moulins à prière. Mais le plus surprenant pour le profane, ce sont les vitrines qui s'élèvent de chaque côté de l'intérieur du temple. Des vitrines qui renferment des milliers de petites statues de Bouddha, soigneusement alignées. Avant de quitter Ulaanbaatar et pour achever notre petit cours d'histoire de la Mongolie, nous ne pouvions pas manquer la visite du National Museum of Mongolian History. Un musée qui expose divers objets et costumes afin d'expliquer l'histoire de ce pays depuis l'âge de bronze jusqu'à une période récente. Dans la salle exposant les objets et les représentations les plus anciennes, nous retrouvons des photos de stèles que nous avions vues lors de notre traversée du centre de la Mongolie. Nous voyons ici des reconstitutions d'anciennes sépultures de l'âge de bronze, datant de 2000 ans avant Jésus-Christ. Une époque où les hommes étaient déjà des chasseurs nomades, s'abritant dans des tipis. Leurs premiers outils étaient en pierre et en os gravés. Plus tard, entre le 8e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, le bronze était utilisé comme ornement sur les bride des chevaux. C'est dans cette tranche d'histoire, entre 500 et 200 avant Jésus-Christ, que les Xiongnu vivaient en Mongolie, comme en témoignent ces jarres retrouvées dans une tombe à Batsumber, au nord de la capitale. Les Xiongnu faisaient aussi des coupes en bronze comme celle-ci. Mais le plus beau est indiscutablement leur tapis, en laine et en soie, dont le renne, attaqué ici par une sorte de dragon, est le sujet principal. En pénétrant dans la salle des costumes traditionnels, nous faisons un bond dans l'histoire du pays. Pourtant, ils sont l'héritage d'une culture riche et diverse. Car si nous avons quitté la Mongolie à la période Xiongnu,
Au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Ouïghours d'origine turque influencèrent les coutumes au VIe siècle après Jésus-Christ. Ensuite, ce furent les nomades mongols Khidam Liao qui régnèrent jusqu'au XIe siècle, avant l'arrivée de Gengis Khan un siècle plus tard. Enfin, les Chinois vinrent à leur tour, et il est certain que toutes ces influences se retrouvent dans les magnifiques et différents costumes qui sont exposés là. Nous voyons là une boucle d'oreille d'une femme mariée de l'ethnie des Torgodes et des Ouranais. À côté, c'est un ornement porté à la taille par une femme mongole de l'Ouest. Dans une autre salle, nous retrouvons Bodkan VIII et sa femme. Quant à ces deux personnages, ils nous rappellent que le chamanisme demeure un rite très pratiqué en Mongolie, surtout en juillet, durant la fête du Nadam. Les instruments traditionnels de musique mongole sont nombreux, comme les burés. Ils ressemblent à des trompettes. Mais les principaux instruments sont à cordes, comme le modontsur, le yoshin, le kushir, le shudarga, qui ressemble à une cithare, ou le yattag, que nous voyons là. Mais il y a aussi le morincourt, violoncelle orné d'une tête de cheval. L'histoire guerrière du peuple mongol est grande. Ils firent trembler l'Asie et l'Europe au XIIIe siècle avec Gengis Khan, avant d'être dominés par les Chinois mandchous à partir du XVIIe siècle. Et les combats entre les deux peuples furent nombreux. Nous voyons là un étendard du prince mongol Tchingunjav en lutte contre les Mandchous en 1755. Des soldats mandchous qui avaient, comme nous pouvons le voir, une très belle tenue de cérémonie, avec bottes, carquois, arcs, flèches et un très beau casque. Un casque fait d'argent et d'or. De leur côté, les Mongols étaient également parfaitement équipés pour le combat. Et nous pouvons admirer leur équipement constitué d'un arc, d'un carquois avec ses flèches, de bottes, d'un casque et d'une cuirasse faite en lamelles de cuir assemblées entre elles. Ils en avaient même fait en pièces de métal. Plus légères, ils portaient aussi des cottes de mailles. Nous pouvons voir ici, en comparaison de la tenue d'un soldat mandchou, celle d'un soldat mongol du XVIIe siècle. Mais le personnage le plus important du musée reste Gengis Khan, sur les traces duquel nous allons partir. Cette fois, nous prenons la route vers l'est de la Mongolie et la région du Kandji, région natale présumée de Gengis Khan. Nous avons prévu, en faisant 6 étapes principales, d'atteindre Dadal à environ 600 km avant de revenir par le nord vers Ulaanbaatar. Nous allons voyager en compagnie de Jin, un Coréen. Parmi les ethnies qui vivent à l'est de la Mongolie, il y a les Bouriates. C'est donc un chauffeur bouriate que nous avons choisi pour parcourir cette région. Il s'appelle Sanja. Au milieu de notre première étape, nous avons décidé de faire une halte à Koknour, car celui qui allait devenir Gengis Khan est supposé y avoir vécu.
Temujin, car tel était son nom, aurait reçu ici en 1189 le titre de Gengis Khan, signifiant Océan suprême et traduit comme chef suprême. Il avait entre 24 et 27 ans. C'est vers l'âge de 35 ans que Temujin, farouche guerrier et habile politique, emporte une victoire décisive sur les Turcs, les Tatars et surtout sur ses rivaux mongols, les Taïjoutes. Nous voyons ici 40 totems récemment installés, censés représenter les descendants de Gengis Khan. Pour chaque personnage, une date est indiquée, et cela va de 1215 à 1592. Car à présent, dans le pays, toutes les occasions sont bonnes pour célébrer de plus en plus l'homme qui représente la fierté nationale mongole. Et Koknour, situé sur les hauteurs d'un lac, est devenu un nouveau lieu de pèlerinage. Reprenant la route, nous prenons la direction de Deljerkan. Nous roulons dans la steppe de Kudu-Aral, à une altitude de 1300 mètres. On raconte que la première capitale où s'établit Gengis Khan avec son palais se situait dans ce secteur. Et nous sommes à la recherche de la stèle érigée en 1990 pour célébrer un ouvrage écrit 750 ans plus tôt. Mais notre chauffeur Sanja tient tout d'abord à faire une halte devant un sanctuaire. Alors que le vent balaye violemment la steppe, après avoir franchi l'enceinte, nous découvrons deux curieuses statues qui bordent l'entrée et qui semblent représenter des lions. Le lieu est habité, comme t'en témoignent les deux guerres qui se dressent au centre du terrain. D'après Sanja, ils sont habités par des moines. Tout d'abord perplexes, nous finissons par deviner, en observant bien ce qui nous entoure, qu'il s'agit d'un lieu de culte bouddhiste. Mais nous restons tout de même étonnés devant la statue principale qui montre, apparemment là encore, des lions, surmontés de monstres cornus, eux-mêmes portant un personnage adipeux et monstrueux, tenant dans ses mains et sa gueule un serpent. C'est vraiment étrange. En revanche, le stupa qui se dresse à côté est plus que conventionnel. Ce n'est pas très loin de ce lieu religieux assez curieux que nous trouvons l'emplacement de la stèle de Gengis Khan que nous cherchions. Elle fut érigée en 1990 pour célébrer le livre Mongol-un Nyungkatomkan, signifiant l'histoire secrète des Mongols. Et il s'agit du plus ancien écrit littéraire d'importance qui existe sur le peuple des steppes. Son auteur est inconnu, et bien qu'il soit largement admis qu'il a été écrit en 1240, son titre original et la date exacte de sa composition font encore débat. En revanche, ce qui ne fait aucun doute, c'est que l'ouvrage est un document historique et littéraire d'importance majeure. Non seulement il raconte la généalogie du début des Khan et la vie sous Gengis Khan, fondateur de l'État unifié, mais il dépeint aussi de façon détaillée et exacte la vie des nomades mongols. Il permet ainsi d'avoir une idée précise de cette société durant le XIIe et le XIIIe siècle. Ce livre fournit la meilleure source pour la compréhension des événements historiques et du mode de la vie des Mongols de cette époque. Non loin de cette stèle, nous faisons une halte auprès d'un lac avant d'entamer notre deuxième étape d'environ 80 km.
Au terme de cette deuxième étape, nous devrions atteindre le monastère de Baldan Barevan. Contrairement au paysage quasi désertique que nous avions traversé dans le centre et le sud de la Mongolie, en nous dirigeant vers l'est, nous parcourons une région moins aride avec de nombreux petits lacs et surtout des arbres. Il s'agit presque exclusivement de mélèzes que nous découvrons en pleine floraison en cette fin mai. Des fleurs, en majorité des anémones pulsatiles, sont aussi visibles. Mais d'autres, comme les Androsas dasyphilia et des Potentilia, profitent également du réchauffement de la température. C'est à travers ce décor qui devient printanier que nous voyons les kilomètres défiler. L'une des haltes que nous faisons pour déjeuner en pleine nature nous plonge dans un décor un peu lunaire, consécutif à un incendie qui s'est produit d'après notre chauffeur Sanja il y a environ 5 ans. Et parmi les plantes les plus actives à recoloniser le terrain brûlé, nous découvrons dominant des crocus de véritables massifs d'épilobium. Des épilobiums qui, par leur couleur violacée, adoucissent le paysage dévasté. Alors que commence heureusement à s'élever une nouvelle génération de mélèzes. Une grue Virgo arpentant prudemment les abords d'un petit lac à l'est de la province du Khanty, et nous voilà parvenus à la deuxième étape. Au bout de la vallée, alors que la lumière du soleil semble caresser le paysage, nous distinguons l'ancien monastère de Baldan Barevan. Le monastère de Baldan Barevan était dans le passé, comme le montrent 2 photos, l'un des plus grands du pays. Il abritait 1500 lamas. Lourdement endommagé par les communistes en 1930, il fut ravagé par un incendie en 1970. Aujourd'hui, seul un lama y vit avec sa famille. Depuis 1998, un projet culturel a commencé un travail de restauration du temple principal. Un groupe de bénévoles étrangers œuvre en collaboration avec une équipe mongole. Associant leurs forces, ils veulent restituer à la Mongolie l'un de ses héritages, mais aussi faire revivre ce lieu de culte. Car depuis l'indépendance de la Mongolie, vis-à-vis de l'ex-URSS en 1990, l'un des grands changements dans le pays a été la résurgence du bouddhisme. C'est au XVIIe siècle que des moines partis d'Ulaanbaatar à la recherche d'un lieu pour construire un monastère rencontrèrent un vieux couple, Baldan et Zepelma, qui les invitèrent dans leur guerre pour se réchauffer et manger du riz. Appréciant cette hospitalité, les moines remarquèrent que les montagnes entourant la vallée aux 4 points cardinaux avaient de grandes ressemblances avec des dieux protecteurs du bouddhisme. Forts de ce constat, ils décidèrent que c'était le lieu parfait pour la construction de leur futur monastère. De plus, apprenant que les peuples de la région croyaient en une ancienne légende chamanique indiquant qu'un géant dormait dans la vallée, ils décidèrent que les monuments édifiés le seraient sur le nombril et les pieds du géant, afin d'assurer à ce dernier un sommeil paisible et pour honorer la légende.
150 ans plus tard, ce lieu devint le premier centre de prière et d'éducation religieuse de la région, et ce jusqu'en 1930. C'est à cette date que le gouvernement, sous l'influence de Moscou, a réagi contre la menace monastique, estimant que les moines avaient trop d'influence et énormément de ressources. En conséquence, il leur fut demandé le versement d'impôts de plus en plus importants. Mais en 1937, les taxes étant devenues trop fortes pour les moines, ceux-ci furent dans l'impossibilité de les acquitter. Le gouvernement utilisa alors ce prétexte pour emprisonner et tuer les résidents et détruire les temples. Mais les montagnes environnantes gardent des traces et des vestiges du passé bouddhique. Le plus curieux de ces vestiges, nous l'avons trouvé sculpté et à peine visible dans la roche. Si difficile à distinguer que seul le recours à une colorisation permet de mieux distinguer un Bouddha tenant quelque chose dans sa main droite. Dans tout le pays, la plupart des chevaux sont libres et incontournables de la vie des Mongols. En effet, ces derniers pourraient difficilement se priver du cheval comme moyen de locomotion le plus efficace à travers ces vastes étendues sans route. Ce qui ne veut pas dire qu'un cavalier est forcément bien accueilli par les chiens du voisinage. En revanche, l'hospitalité des voyageurs est courante. Ainsi, accueillis par la famille vivant à Baldan Barevan, cela nous donne l'occasion d'assister à la construction d'un guerre. La première étape consiste à installer sur un plancher la porte et l'ossature murale formée de treillis en bois dépliés. La seconde étape concerne la couronne sur laquelle sont attachés 2 poteaux et qui accueille, une fois retournés, les perches qui deviennent l'ossature du toit. La troisième étape consiste à couvrir l'ensemble de toiles isolantes. La quatrième étape, elle, voit la couverture du toit avec des carrés de feutre épais pour l'isolation thermique. Il est fait de même sur la partie murale. Enfin, la dernière étape couvre l'ensemble de toiles imperméables pour protéger les carrés de feutre de l'humidité. Le chauffage des guerres est traditionnellement assuré par un poêle à bois dont la cheminée sort par la couronne centrale. En résumé, l'armature forme une structure autoporteuse où les forces s'équilibrent pour former une habitation très solide pouvant résister aux intempéries, et notamment aux vents parfois violents des steppes d'Asie centrale. Le guerre terminé, il ne me reste plus qu'à faire la photo souvenir après m'être habillé avec la tenue traditionnelle mongole. Une tenue que Jin revêt également pour faire honneur à nos hôtes. Pour terminer, le soleil déclinant sur l'horizon, nous sommes conviés à assister à la traite de la vache. Nous sommes repartis pour notre troisième étape, vers l'est des montagnes du Khanty. C'est une petite étape d'une vingtaine de kilomètres.
mais qui mérite une halte, car comme nous l'avions vu dans le centre de la Mongolie, elle permet de découvrir en pleine nature des vestiges étonnants datant de l'âge de bronze, donc d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Certains de ces vestiges, tout en pierre, montrent un cercle entourant un monticule, ce qui peut faire penser à la dissimulation d'une énorme tombe ou d'un caveau. Il voisine avec des blocs de pierre plantés autour d'une forme rectangulaire. Certains blocs se distinguent des autres par leur forme qui permettent d'affirmer qu'il s'agit de stèles. Toutefois, la vraie signification de l'ensemble reste un mystère, même si tout laisse à penser qu'il s'agit d'emplacements funéraires. Mais les stèles dressées marquent-elles un lieu de culte et de cérémonie religieuse? Correspondent-elles à des indications commémorant des événements particuliers et importants? Toutes les supputations sont possibles, mais les traces de sculptures qui restent sur certaines d'entre elles montrent presque toutes des reines stylisées. Des reines qu'il est plus facile de distinguer lorsque nous soulignons leurs contours et que nous les colorisons. Et toutes ces sculptures de reines, soit comme animaux de trait, soit comme animaux chassés, ajoutent au questionnement. Car quelle est leur signification si nous nous trouvons sur un simple lieu funéraire? Sans réponse à nos questions, nous reprenons la route pour notre 4e étape vers Oglokchin-Keren. Et l'occasion de croiser un vol de Tadorn Kazarka. Les Tadorn Kazarka sont de gros canards au plumage fauve. Si les canards et les échassiers sont nombreux dans cette partie du pays, c'est parce que les lacs et les points d'eau sont abondants, particulièrement fin mai, début du dégel. Un peu plus loin, Sandja tient à faire un arrêt devant un obo réputé, car comme de nombreux Mongols, notre chauffeur attache une grande importance à ces monticules de pierre qui jalonnent les endroits sacrés de la Mongolie. Reprenant notre 4e étape longue de 65 km, nous roulons vers un lieu où sont faites des recherches sur le passé de Gengis Khan. Le lieu où nous faisons halte correspond à l'endroit où sont actuellement faites des fouilles visant à découvrir la tombe de Gengis Khan, ce qui explique l'inscription marquée sur la pancarte où nous sommes accueillis. Ce sont les fleurs d'un pommier, au bord du sentier s'élevant vers une crête, qui semblent indiquer la direction à suivre pour trouver l'endroit où se font les recherches et les fouilles. Nous tombons par chance sur un premier vestige, un bloc de pierre qui pourrait être une ancienne stèle, tout comme ces 2 autres blocs visibles à proximité. Puis ce troisième, encore un peu plus loin, et à l'arrière duquel nous pouvons distinguer un mur de pierre qui longe la crête. De près, c'est un mur imposant que nous découvrons. Fait de gros blocs de pierre, sa hauteur peut atteindre 9 mètres à certains endroits. Mais le plus étonnant reste sa longueur, lorsque nous découvrons qu'il suit très loin la ligne de crête. Une ligne de crête qui domine les vallées environnantes. En fait, ce mur de pierre fait à peu près 3 km et clôture une zone de 100 hectares, qui, dit-on, a été gardée pendant des générations par une petite tribu royale toujours fidèle à Gengis Khan. Car c'est ici qu'il aurait été enterré en secret après sa mort le 12 juillet 1227, alors qu'il menait une offensive contre les Tangut, dans la région du Ningxia en Chine. Et la légende raconte qu'il aurait été ramené depuis la Chine en charrette,
pour être inhumé dans la montagne du Burkhan Khaldoun. Après quoi, toute son escorte aurait été exécutée pour garder le secret du lieu de sa sépulture. Aujourd'hui, les fouilles sur ce site auraient déjà permis de trouver la tombe de 100 soldats de l'escorte et celle de quelques dignitaires. Mais le mystère demeure sur la découverte de celle de Gengis Khan, tandis que des emplacements de tombes, comme nous le voyons là, continuent à être fouillés. À quelques kilomètres des recherches faites pour tenter de trouver la tombe de Gengis Khan, se tient un autre site datant lui de l'âge de bronze. Les stèles qui s'y dressent, vieilles de 4000 ans, marquent certainement encore l'emplacement de sépultures. Et, une nouvelle fois, des rennes sculptées dans la pierre apparaissent, qu'une colorisation aide à mieux percevoir. À noter dans la partie supérieure plusieurs cercles, le plus gros en rouge pouvant symboliser le soleil, les autres des étoiles. La 5e étape, longue de 70 km, intéresse plus particulièrement notre chauffeur, Sandja tenant à nous montrer la tombe d'un grand lama. C'est ainsi que, perdu au milieu de nulle part, nous voyons apparaître au loin une forme blanche. Il s'agit d'un stupa construit en 1937 et qui abrite les cendres d'un grand lama mort en 1705. Au haut de la grille d'enceinte qui protège le stupa, les kadags, foulards de soie bleue qui flottent au vent, sont autant de prières effectuées en la mémoire de celui qui, visiblement, a marqué l'esprit des Mongols. Malheureusement, les indications en cyrillique ne nous apprendront rien de plus sur ce personnage qui continue à recevoir des offrandes. Et dont le stupa est soigneusement entretenu. D'autres petites offrandes en terre et en forme de cloche sont déposées sur les bords du stupa. Et le plus surprenant, c'est qu'elles résistent au vent violent qui souffle par rafales, alors que le ciel est gris. Heureusement, c'est un ciel tout bleu que nous retrouvons pour attaquer notre 6e étape. La plus longue, avec 260 km, à parcourir pour atteindre Dadal, la ville la plus à l'aise de notre parcours. En guise de signalisation et pour se guider, ce sont les ornières des pistes qui indiquent à Sandja la bonne direction. Elles se succèdent, plus ou moins nombreuses et plus ou moins profondes en fonction de leur fréquentation. Et notre apparition brutale à travers les vastes plaines surprend sans cesse des marmottes. C'est l'occasion, grâce à l'œil averti de Sandja, de sauver la vie de l'une d'entre elles. Car notre chauffeur, ayant remarqué un regroupement de rapaces, s'arrête brusquement. Et à l'endroit où le dernier d'entre eux a pris son envol, à notre approche, c'est une marmotte que nous découvrons. À découvert et s'étant éloignée de son terrier, elle s'est fait surprendre, et sans notre arrivée, elle était condamnée à succomber sous les cerfs et les becs des aigles. Mais, ne connaissant pas nos intentions, nous sommes pour cette marmotte de nouveaux agresseurs. Et il faut toute l'expérience de Sandja pour la capturer sans se faire mordre et pour la reconduire jusqu'à un terrier salvateur. Un peu plus loin, c'est un vol de grue Virgo, appelé aussi grue demoiselle, que nous voyons et que nous observons de loin quelques minutes. Toutes ces brèves haltes nous permettent de ne pas nous lasser des kilomètres qui défilent. Surtout que nous profitons des connaissances de Sandja pour sa région. Ainsi, lors d'une nouvelle halte, il nous fait percevoir la trace à peine visible d'un ancien mur qui courait sur des dizaines de kilomètres. Un mur certainement édifié pour lutter contre des invasions.
Si le mur que nous avons aperçu un peu plus tôt, vraisemblablement en torchis, n'a pas résisté au temps, nous sommes surpris de découvrir le premier pont construit en dur, enjambant la rivière Onon. Dans ce pays où les routes sont quasi inexistantes et où les ponts en bois sont généralement très endommagés après l'hiver, rouler sur un tel ouvrage, de surcroît très long, est une vraie surprise. Tout comme est surprise cette cavalière de croiser des étrangers. À l'approche de la ville d'Adal, nous savons que nous parvenons dans une région de forêt, mais aussi où court une foule de légendes concernant l'histoire de Gengis Khan. Dans la réalité, la ville de Dadal nous apparaît comme une bourgade qui se tient à seulement 25 km au sud de la Sibérie et de la frontière russe. À une altitude de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, nous découvrons le lac de Gourvan Rassan. Il abrite un centre de soins pour les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires, digestives et de peau. Mais il est célèbre également pour sa statue de Gengis Khan. Et le premier monument construit en 1962 pour le 800e anniversaire de sa naissance. C'est donc ici qu'aurait débuté le destin incroyable de Temujin, futur Gengis Khan, qui domina en 53 ans une partie de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Europe. Alors que certains situent le lieu de naissance de Gengis Khan de l'autre côté de la frontière, dans l'actuelle Russie, les autorités de la République de Mongolie donnent deux sites possibles autour de Dadal. Le premier se trouve au sommet d'une colline, à la périphérie de la ville. Et depuis 1990, un monument en pierre a été construit pour marquer l'emplacement. L'inscription indique que Gengis Khan est né ici, en 1162. Ce monument commémore aussi le 750e anniversaire du livre « L'histoire secrète des Mongols ». Pour le second lieu de naissance possible, nous devons nous rendre sur les hauteurs de la ville, ce qui nous donne l'occasion de traverser et de découvrir la forêt environnante. Avec leurs très belles couleurs violacées, nous retrouvons des épilobiums. Des épilobiums qui voisinent avec des pulsatiles blanches, une variété d'anémones. Alors que de jeunes pousses de mélèzes nous font penser à des chenilles, des mélèzes qui constituent la majorité des arbres. Puis nous voilà à la lisière de la forêt dominant la plaine, sur la colline nommée Kureuka. Nous sommes au second endroit pouvant correspondre au lieu de naissance de Gengis Khan. Un endroit où se tient un ensemble de collines connu sous le nom de Dolun Boldog. C'est ici que s'achèvent dans la région du Khanty nos recherches sur les traces de Gengis Khan, un personnage incontournable dans l'histoire de l'Eurasie et dans l'histoire de la Mongolie du XIIe siècle jusqu'à nos jours. Car il reste un symbole de puissance pour tous les Mongols et une fierté nationale.
comme nous le constaterons encore avant d'arriver à Bender, notre 7e et dernière étape. Une dernière étape d'environ 180 km. Mais avant de quitter Dadal, il nous faut nous ravitailler en essence et trouver une station. Disons plutôt une pompe, et ce n'est pas évident. Il nous faut faire plusieurs fois le tour de la ville pour en découvrir une. Mais sa découverte n'est pas un gage de succès, car elle est désertée. Heureusement, nous avons plus de chance avec la seconde, après que son propriétaire l'ait décadenassée. Ensuite, ce n'est plus qu'une question de tour de manivelle. La fascination et la fierté des Mongols pour Gengis Khan, nous en avons encore la preuve à l'approche de l'arrivée de notre dernière étape, lorsque Sandja s'arrête devant un nouveau monument. Un monument qui célèbre la consécration du vaillant Temujin comme chef suprême des Mongols par le Kuriltai, le Grand Conseil, en 1206. Il est alors âgé de 44 ans et vainqueur de tous les autres clans. Et c'est à partir de cette date qu'il sera désormais connu sous le nom de Gengis Khan, signifiant le chef suprême. Aujourd'hui, les Mongols viennent régulièrement honorer la mémoire du grand homme, comme en témoignent ces deux femmes que nous raccompagnons à Binder. Plus loin, c'est un groupe d'enfants que nous déposons près de la maison d'amis de Sandja. Des amis qui vont nous héberger et qui appartiennent à l'ethnie des Bouriates. Une ethnie qui vit essentiellement en Russie, autour du lac Baïkal. En Mongolie, les Bouriates représentent moins de 3% de la population. Les Mongols Khalkha étant les plus nombreux, avec 85%. Dans cette partie du pays, les maisons en bois sont plus répandues que les guerres. Les vastes forêts de la région expliquent ce choix. Mère d'un garçon de 3 ans et de 2 filles, l'une de 7 ans, l'autre d'1 an, Mongo nous cuisine des rochours, des chaussons fourrés au mouton, puis frits. Et c'est avec intérêt et curiosité que nous en suivons la préparation. Elle compose aussi une variante plus légère, fourrée de légumes verts préalablement mis en conserve. Ensuite, son mari, Haruka, se charge de faire frire les chaussons dans l'huile.
Les chaussons sont très bons et roboratifs, mais très vite, un peu étouffants. Haruka, le mari, participe aussi à de nombreuses tâches ménagères, comme par exemple aider sa femme à faire la vaisselle. Une surprise nous attend, nous sommes conviés à une fête. On nous parle d'une course de chevaux réservée aux enfants. Nous prenons 11 gamins et gamines dans notre 4x4 et quittons Binder pour une trentaine de kilomètres afin d'atteindre la plaine où doit avoir lieu la compétition. Tous sont excités de rouler en compagnie d'étrangers, mais certains le sont plus encore car ils vont participer à la course. Mais la trentaine de kilomètres que nous devons parcourir n'a rien d'une balade, car nous devons franchir une rivière sans le moindre pont. C'est donc un homme conduisant un tracteur qui joue le rôle de passeur sur une portion qu'il connaît et qui fait office de gué. Depuis la berge, le remorquage est encore plus étonnant. Parvenus à destination, nous remarquons que nombreux sont venus à cheval. Certains arrivent avec d'autres chevaux qui vont participer à la course longue de 15 km. Une course dont les participants, filles et garçons, sont âgés de 5 à 7 ans et dont la majorité monte à cru. Alors que le départ de la course a été donné 15 km plus loin, les familles des participants se regroupent à la hauteur de la ligne d'arrivée. C'est un garçon qui apparaît en premier. Il est largement vainqueur. Néanmoins, les suivants sont encouragés. Ces courses remontent au XIIe siècle. Depuis, leurs conditions sont restées inchangées, et ce sont autant les performances des cavaliers qui sont célébrées que celles des chevaux, âgés de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. Le vainqueur reçoit le titre de meilleur cavalier, son père celui de meilleur éleveur, et sa monture est proclamée cheval de l'année. L'épreuve terminée, les chevaux sont reconduits vers leur enclos. Et les gamins qui ont participé à la course
sont tous très fiers. Quant à nous, une nouvelle surprise nous attend. Nous sommes en effet conviés à une cérémonie chamanique. Tout commence à l'extrémité de la plaine où la course de chevaux est arrivée. Et à l'intérieur d'un large guerre. En pénétrant dans celui-ci, nous apercevons des bassines alignées sur des tables et remplies de moutons découpés. Le manque de lumière ne permet pas d'avoir des images très nettes, mais elles rendent bien l'ambiance qui règne dans la pièce, remplie d'offrandes. Bu dans des bols, la vodka est présente, mais sans excès. Et le chaman, l'homme au pullover rouge, semble déjà concentré. À pied ou à cheval, c'est au sommet d'une colline dominant la plaine que nous nous retrouvons face à l'Obo qui s'y dresse. Sur les conseils de Sanja, nous inscrivons notre nom sur un kadag, lequel est ensuite attaché avec d'autres sur une longue perche. Ensuite, toutes les perches sont dressées sur l'Obo, comme autant de prières et de vœux adressés aux esprits. Puis tous les participants commencent à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'Obo, en lançant sur celui-ci des poignées de riz et des jets de vodka. L'hôtel, installé au pied de l'Obo, reçoit des offrandes composées de bouteilles de vodka, de gâteaux, de bonbons et autres friandises. Certains, peut-être les plus riches, déposent des billets. Lentement, après que les dernières poignées de riz et de jets de vodka aient été lancées, tous se rassemblent en cercle devant l'autel de l'Obo. Et vêtu de son costume d'apparat, le chaman commence la cérémonie. Le chaman, qui spalmodie sa théurgie en s'accompagnant d'un tambourin, nous fait penser par ses intonations et le rythme qu'il donne à ses incantations au chant des Indiens d'Amérique du Nord. Et son rituel incantatoire a le même but, invoquer les esprits protecteurs. L'importance du tambourin est due au fait que c'est l'objet sur lequel se posent les esprits.
La plupart des chamans se trouvent dans le nord de la Mongolie, et l'étendue de leur pouvoir est grande. Le chaman est consulté pour s'attirer chance, guérison et succès dans les affaires. Le rôle du chaman est de restaurer la bonne fortune et l'énergie vitale en pratiquant les rites appropriés. Il cherche à remédier aux désordres d'ordre astrologique, relationnel ou liés à la vengeance des esprits délaissés depuis trop longtemps. Le chaman s'adresse donc aux âmes des ancêtres, les invoque, les fait parler pour leur demander de cesser, le cas échéant, de troubler les vivants. Certains chamans portent des masques, et tous ont un costume qui leur est propre chargé d'histoire. Le costume est donc loin d'avoir livré tous ses secrets. En Mongolie, ce renouveau chamanique trouve sa raison d'être dans une recherche de repères, après l'interdiction de la pratique sous l'ère communiste. Le chamanisme se rattache aussi au culte de Gengis Khan, fondateur toujours vénéré de la nation mongole, et à celui du dieu Tanger, le dieu du ciel éternel. L'origine du nom chaman vient de saman, mot toungouz. Le toungouz est parlé par plusieurs ethnies de Sibérie, du nord de la Mongolie et du nord-est de la Chine. Ces groupes sont principalement chasseurs et éleveurs de rennes. Le mot saman véhicule l'idée de mouvement. Cette même idée se retrouve aussi dans le verbe mongol samak, d'origine turque, et dans d'autres langues sibériennes. Et nous avons une démonstration de l'importance du mouvement lorsque les participants font tourner de façon circulaire leurs offrandes. Le rite chamaniste n'a rien de religieux. Pour des peuples chasseurs et éleveurs, le chamanisme fait appel aux forces de la nature et aux esprits des ancêtres. Et encore une fois, il est difficile de ne pas faire un rapprochement avec les Indiens d'Amérique du Nord, cette pratique montrant un autre lien qui unit ces peuples. La question principale qui a réuni aujourd'hui tous ces hommes et ces femmes autour de leur chaman concerne la prospérité de leur troupeau de chevaux. Tous aimeraient savoir si le lait des juments sera abondant pour la fabrication de l'arek, leur boisson favorite avec la vodka. Mais par-dessus tout, ils aimeraient apprendre la naissance de nombreux poulains dans les mois qui viennent. Pour obtenir ces réponses, ils se rassemblent tous autour d'un cheval qui va être le messager des esprits. Et selon les réactions de l'animal, l'interprétation sera bonne ou mauvaise. Tout d'abord, un kadag est fixé à l'encolure du cheval, car, comme pour l'obo, c'est par cette étoffe en soie que les vœux et les messages sont adressés aux esprits.
Ensuite, une coupe remplie de lait est présentée au cheval. S'il accepte de le boire, cela sera un bon présage. Inversement, cela sera considéré comme étant de mauvais augure. Si le rôle du chaman est d'interpréter les réponses, lorsque nous voyons la confiance que les participants lui font, nous pouvons nous demander s'il n'a pas intérêt à brouiller les pistes pour garder sa place et son pouvoir dans la communauté. La chose semble mal engagée car le cheval refuse de boire. La préoccupation dans l'assistance est palpable. Le chaman lui-même semble embarrassé. Devant l'obstination du cheval, le chaman prescrit une purification du cheval avec la fumée d'herbes brûlées, et il reprend ses incantations. Puis il n'hésite pas à intervenir lui-même pour tenter de faire boire l'animal. Visiblement, le succès n'est pas au rendez-vous, et les murmures de quelques participants laissent deviner de l'inquiétude. La seconde épreuve est encore plus importante, car elle concerne un bon ou mauvais poulinage pour les mois à venir. Pour cela, sur la croupe du cheval, un bol est déposé. Puis on fait tourner l'animal sur lui-même jusqu'à la chute du récipient. S'il se retrouve au sol à l'envers, c'est de mauvais augure. La prosternation de l'homme est révélatrice de sa joie et du soulagement général. Le bol est tombé du bon côté. Une touffe d'herbe est arrachée, l'homme se relève. Pour tous, le prochain été donnera des mois de prospérité. Et nous, en quittant cette cérémonie, nous nous interrogeons sur sa finalité et son efficacité, mais aussi sur le devenir du chamanisme à travers le monde, dans des sociétés de plus en plus matérialistes.